Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous avez fait la chasse aux œufs, c'est Pâques? Non, oui, êtes, on peut. oui, Je voilà. suis pas très moi. Non, mayonnaise peut-être. Oui. Voilà. D'ailleurs, j'en ai mangé hier. C'est un peu lourd. Oui. J'avais oublié. Alors, qu'est-ce qu'on juste lit pour vous redire que c'était un de nos polars préférés, que c'est un immense auteur de polar français qui est, ça c'est à mon avis un de ses chefs-d'œuvre. C'est Olivier Norek dans Les Brumes de Capellan. Ça vient de paraître chez Pocket. Ouais. C'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est une pure merveille. C'est voilà, ça fait partie de ces polars unanimes. Vous avez, je vais pas en dire trop parce qu'on va m'insulter encore. Une île. Oui, il faut pas en dire trop dans les polars. Une île à l'ouest de la France, absolument avec les vagues, la tempête et tout. Vous avez un flic. Alors lui, il est là pour protéger une femme. Alors lui, c'est secret, tout ce qu'il fait. Il y a cette femme et là, il y a la mort qui rôde. Elle est là, omniprésente. C'est-à-dire quand est-ce qu'elle va se faire descendre, par où ça va arriver. Alors vous avez tout l'ambiance en plus. C'est ça. Il y a une espèce de huis clos dans la nature et tout. C'est une fois que vous êtes commencé là-dedans, voilà, si vous avez des enfants et tout, vous faites attention parce que vous allez complètement les oublier, vous allez les retrouver je sais pas où. Et c'est pour moi une pure merveille. Et comme je l'ai dit, avec beaucoup d'intelligence et de talent, je suis resté KO debout, quoi. C'était vraiment... KO debout, Gérard Collard. Voilà. Bon, quoi d'autre? Alors, c'est une fille que j'adore. Je connaissais pas. Je l'ai découverte comme ça grâce à une de mes collaboratrices qui adore ce genre de bouquin. Elle avait écrit le fameux Odette et le taxi jaune. Oui, on avait adoré qui est une ça. pure. Ouais. Mais j'adore ce ça genre de. Ça existe en poche ou pas? Oui, ça vient de paraître en poche. Et alors, allez-y, la couverture est assez sympa. C'est l'histoire de cette vieille dame qui, elle, moi je trouve l'histoire absolument. Fallait le trouver. Elle part c'est à Paris. Elle part à l'aéroport de Roissy ou d'Orly, je ne sais plus. Tous les vendredis avec son chauffeur de taxi, le même, très gentil monsieur et tout, et elle décide de prendre une destination, c'est-à-dire que elle dit je vais partir à Cuba, et alors elle va manger cubain à l'aéroport, elle va parler avec les gens, alors elle connaît tout le monde à l'aéroport, c'est hyper drôle, hyper sympa, généreux, drôle, et tout d'un coup on bascule sur autre chose, c'est-à-dire que vous allez découvrir, elle disparaît, tout le monde la recherche, et vous allez découvrir sa vie, et sa vie elle va tomber sur, c'est quelque chose d'assez tragique, sur une tragédie du XXe siècle, et là on allie le cocktail humour, légèreté et profondeur. C'est vraiment, faut être très très doué pour faire ce genre de choses. C'est une petite touche et comme une broderie. Et alors, bien sûr, les grands critiques parisiens et tout ça, c'est pas pour eux. Ça, c'est trop pour eux. Voilà. Et il n'empêche, j'ai passé un excellentissime moment avec ce livre. Si vous n'avez pas le moral, vous lisez ça, et en plus, ça va vous faire plonger et découvrir un épisode qu'on n'a pas manqué, plus ou moins quand même méconnu par rapport à d'autres génocides et autres épisodes du XXe siècle. Allez-y, ça s'appelle Odette et le taxi jaune chez HarperCollins de Isabelle Artus. C'est une petite merveille. Et donc là, elle vient d'en publier un autre. Et là, je me dis, vous me connaissez un peu, j'espère qu'elle va se planter parce que ça m'énerve les gens qui ont trop de talent. Oui, je suis pas très sympathique. Non. Et là, elle nous donne un livre qui s'appelle Donnez-moi de vos nouvelles chez Charleston. C'est un grand format. Voilà, je suis tombé pareil. C'est la légèreté et la profondeur. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un monsieur qui se retrouve à l'hôpital. Alors lui, déjà, il a un vélo, il rentre dans je trouve dans une benne à ordures. Vous voyez, déjà, je trouve ça très limite je trouve ça d'un mauvais goût d'avoir et il se retrouve sur son lit. Et il a une mémoire très sélective, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont il se souvient et d'autres dont il ne se souvient pas. Alors, il travaillait les journalistes vous savez, ce genre de grands magazines un peu snob, mais très papier glacé, voilà. Il est apparemment brillantissime. Il ne se souvient pas, Et alors en plus, il s'appelle Étienne Marcel. Je trouve ça comme la station. Drôle. Si vous êtes parce qu'il y a beaucoup d'humour toujours dans ces livres, Isabelle Artus. Si vous êtes pas parisien, vous dites Étienne Marcel, à part le personnage. Non, c'est une station de métro. Une de ses meilleures copines, elle s'appelle Alma. Alors pour ceux qui sont parisiens, ça fait Alma Marceau. Alors Alors il est dans son lit. Alors il a une infirmière. Il adore cette infirmière. Moi, je suis trop amoureux de l'infirmière. Très sympa, elle se raconte. Et puis alors en plus, c'est ça qui est sympa, c'est-à-dire que vous êtes dans l'humour, mais elle vous raconte l'hôpital. Alors j'ai un peu peur de parler de ça parce que j'ai vu l'hôpital, on en a marre et tous les malades. C'est pas du tout ça, c'est la vie quotidienne à l'hôpital. Alors ça, c'est une des petites parties. Et là, les gens vont commencer à défiler. Le problème, c'est que... Alors, il se souvient plus.
Il en a une sublime qui est magnifique et tout, qui lui parle, qui l'appelle mon chéri et tout. Et là, il ne sait pas. Il en rêve, hein. Comme il dit, il est paralysé de partout, mais là, il est pas, enfin pas de partout, quoi. Quand il la voit, ça réagit encore. Il a une autre de ses copines. Alors lui, il se souvient de cette copine qui habite dans l'Ardèche. Alors elle est boulangère. Alors elle le prend en main. Elle a des grosses mains. Elle aime bien vivre et tout. Et puis il a un côté parce qu'il le soigne. Donc il y a un moment, il voit un grand black, il se dit mais pourquoi il est toujours là? Il ne parle pas et tout. Et là le problème, c'est qu'il n'est pas. Apparemment, les médecins se disent c'est pas les blessures qui font qu'il est paralysé, c'est qu'il y a un problème psychique, psychologique. Pourquoi? Et cette amnésie, pourquoi? Et donc là va rentrer une de ses copines qui est psychiatre, et c'est la recherche de l'identité. Et il y a son père et sa mère. Alors il va se retrouver dans son appartement. Le retour dans l'appartement, c'est absolument incroyable parce qu'il y a du monde partout, il boit, il ne comprend rien, pas du tout où il est. Oui, alors ça revient par bribes. Vous savez, ça va revenir. Et il y a le père et la mère, c'est très très important. Il y a une espèce de secret de famille qui va être alors la mère, elle est absolument adorable parce que elle a pu l'avoir que lui apparemment, et puis elle décide d'être famille d'accueil, donc elle va accueillir plein de gamins. C'est une famille très généreuse. Il y a le père qui est toujours en retrait, et puis le livre évoluant, le roman évoluant. Alors on est toujours dans l'humour, mais ça devient de plus en plus hard quand même. Ça devient plus profond. On se dit le gamin, parce que là c'est pour ainsi dire, on revient au gamin. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus... Et j'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin. J'ai pleuré presque, on va pleurer presque, mais on est un peu triste de les quitter tous, parce que ce sont des gens gentils, généreux. Alors quand on dit gens gentils et généreux à notre époque, les gens sont tellement cyniques et tout. Et les gens, on ne peut pas dire qu'on est gentil et généreux, c'est pas possible. Il faut être méchant, hargneux et vindicatif. Et c'est un c'est un livre ça doudou. parle aussi certainement de l'oubli, de la mémoire, de la mémoire, de qui on est, des gens. Et allez-y parce que c'est vraiment... voilà, c'est un livre doudou. Moi, j'adore ça. Ça me fait du bien avec toutes les horreurs qu'on peut lire dans certains polars et tout. Et puis, c'est surtout, c'est un truc vrai. C'est-à-dire qu'on sent elle connaît son sujet, que l'hôpital, l'amnésie, qui on est, la recherche. Parce qu'elle a été, je crois, psychologue. Oui, c'est ça. Elle est vraiment... C'est une... Voilà, si vous avez des Odette, je trouve qu'elle est encore plus profonde qu'Odette. Il y a quelque chose toujours enfin, je n'ai pas lu celui-ci, mais dans le précédent, c'est-à-dire qu'elle aborde de façon un peu décalée des choses qui sont graves. C'est un petit peu aussi ce qu'on disait de Jean-Philippe Blondel, qu'on aime beaucoup. Absolument, mais c'est exact. Voilà. C'est de parler d'un ton léger, de choses qui sont pas toujours très, très faciles. C'est comme si il y avait du champagne, mais que le champagne, il sentait je sais pas, un côté amer. Voilà, c'est comme la suze ou ces vieux trucs. Et voilà, moi je Ça s'appelle Donnez-moi de vos nouvelles, Isabelle Artus, et c'est chez Charleston. Reparler du livre de Violette Dursault, que j'ai beaucoup aimé, sur son père. Même le bruit de la nuit a changé. Je sais pas si vous avez chez Flammarion. Allez-y. Franchement, c'est là aussi un beau moment, parce que de la même manière, elle parle de l'absence de ce père qui a disparu qui est mort quand elle avait 6 ans. Ouais. Et c'est intéressant de voir aussi comment la mort d'un père affecte cette petite fille et pas forcément ses sœurs de la même manière. C'est une magnifique déclaration d'amour aussi à l'Italie, puisque son père était italien. C'était un dandy mondain qui a fricoté un peu avec les Brigades Rouges. Et voilà, cet attachement au père, j'ai trouvé ce livre très touchant, bouleversant et remarquablement bien écrit. Parce qu'elle fait partie d'un milieu, on se dit que toutes ces données, quoi. Et là, on se rend compte que derrière le côté à paillettes ou le côté bien habillé, bien qui est belle... c'est la fille d'Inès de la Fressange, on peut le dire. Elle doit peut-être en avoir marre qu'on parle de sa mère. C'est un superbe livre, quoi. Parce que la mère est là en filigrane, elle n'a pas tellement d'importance dans le livre. Dans le livre, donc vous pouvez le lire, c'est aux éditions Flammarion également. Encore un livre. Oui, alors là, c'est une série que j'ai adorée, que j'adore et qui, je trouve que c'est très, très injuste qu'on n'en parle pas assez. Ça marche, mais ça devrait être au top du top. C'est Makerji, ça s'appelle Le Diable Rouge de la Sam. Ils sont deux. Hein, on est en Inde dans les années 1920. On sent que ça craque un peu. Hein, c'est-à-dire que les Indiens, ils commencent à vouloir être indépendants. Là, je cherche mes fiches, vous voyez. Non, c'est parce que je me souviens pas du nom de. Voilà. Alors il y a Sam Windham. Alors Sam Windham, il a débarqué
à Calcutta. C'est un inspecteur. Hein. Alors déjà, je vais recommencer. Oui. Lui, il est opiumam. Il aime l'opium, ouais, parce qu'il a été blessé pendant la guerre de 14-18. Ils l'ont soigné et il a été pris comme beaucoup sous drogue. Hein. Et donc, il décide de s'éloigner parce que pour son boulot, ça commence à être un peu compliqué. Il va dans un ashram dans une province éloignée. Et là, il voit un personnage dont il s'était occupé, un meurtrier qui lui avait échappé quand il était flic à Londres. Alors là, il y a une description de cette enquête à Londres. Alors c'est le West End. Puis ça ressemble un peu à notre époque. Hein. C'est-à-dire c'est la bagarre entre les émigrés, les Anglais de l'époque. Voilà, ils se tirent tous la bourre parce qu'ils volent. C'est des trafiquants et tout. Il va y avoir un meurtre. Hein, et lui, ça va être un de ses échecs. Le meurtrier va lui échapper. Donc quand il le retrouve dans le ashram, ça commence à un truc. Voilà. Et il va se passer quelque chose dans le village où il est. Et va revenir son copain, hein, qui est Sad Banerjee, qui est un Bengali. Alors lui, il est de bonne famille. Alors lui, il est pris entre deux chaises, hein, c'est-à-dire qu'il est enquêteur, mais on lui reproche beaucoup d'être du côté des malfrats. Non, d'être du côté des Anglais, hein, parce que c'est l'indépendance, hein, 1920. Et alors lui, ils sont sympas parce que Sam Wyndham, lui, il retire les tabous, il le reçoit chez lui. Ils sont potes, mais alors jusqu'à des limites. Hein, il y a quand même le choc des cultures, hein, quelque chose. Ouais. Et vous êtes à travers, c'est toute une série, vous pouvez les lire dans le désordre. Et là, c'est toute l'indépendance de l'Inde qui arrive, c'est fabuleux. Alors, redites le titre. Ça s'appelle, vous me connaissez, mon côté bordélique, Le Diable Rouge de l'Assam. C'est chez Liana Levy, chez Makerji. Et les autres sont en folio. Vous pouvez les lire en folio. C'est vraiment à la fois de la détente, un suspense d'enfer. C'est intelligent, c'est détendant. Ça vous parle de l'Inde? C'est à la part de l'Inde, c'est exotique. Alors vous avez l'Inde aussi qui est alors à la fois flamboyante, perverse, violente, manipulatrice. C'est vraiment génial. Alors ça s'appelle Le Soleil. C'est Le Soleil Rouge de l'Assam, pas Le Diable Rouge. C'est Le Soleil Rouge de l'Assam. Assam, c'est comme le thé, A-2-S-A-M. Et l'auteur s'appelle Abir Mukherjee, M-U-K-H-E-R-J-E-E. Voilà, ça s'appelle Le Soleil Rouge. Vous avez des libraires, ils sont très très bons. Voilà. Et ils vont trouver, vous dites, c'est l'histoire de... ils adorent ça, les libraires. Voilà. Mais ça fonctionne très très bien. C'est vraiment très très bien, mais je trouve que c'est vraiment injuste parce qu'on en parle. C'est vraiment intelligent, c'est fin, c'est historiquement parfait et ça vous décrit. Parce qu'en plus, l'auteur... cultures, quoi, entre les Anglais... Ouais, puis alors l'auteur, lui, il est anglais, mais c'est d'origine indienne. Hein. Ouais. Et donc, ça lui permet de mieux comprendre les deux mentalités. Merci Gérard. On se retrouve dans un instant avec Lydie Zanini qui va nous donner son coup de cœur de libraire. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, de retour avec vous dans le coup de cœur des libraires et avec une libraire de chic, de choc et de charme, Lydie Zanini. La meilleure du coin. Hein. Voilà, Lydie, bonjour. Merci. Vous êtes libraire à Bourg-en-Bresse, la librairie du théâtre. La librairie du théâtre, décidément. La librairie du théâtre. Je disais la semaine dernière qu'avec Gérard, on avait les mêmes goûts et avec vous aussi, on partage les mêmes coups de cœur. Vous nous aviez fait découvrir le livre d'Alexia Strezzi qu'on avait beaucoup aimé. Et alors là, vous avez un gros coup de cœur pour un livre qui vient tout juste de sortir. Oui, il est sorti il y a 2 jours. Ça s'appelle Son odeur après la pluie, de Cédric Sapin-Defour, avec une préface de Jean-Paul Dubois qui est magnifique. C'est publié chez Stock. Et c'est une histoire qui, que l'on ait ou que l'on n'ait pas de chien, nous prend les tripes, tout simplement. Parce que c'est une histoire qui est une histoire d'amour, une histoire de lien, une histoire de regard. Parce que quand vous avez un chien qui vous regarde avec ses yeux enamourés, vous ne pouvez pas ne pas craquer. Enfin, pour moi, c'est ça. Et surtout, c'est un chien qui vous aide dans n'importe quel cas. Oui, mais quand il disparaît, c'est triste. Alors moi, j'ai reçu le livre, j'ai pas eu, je vous le dis franchement, envie de l'ouvrir parce que je me suis dit, ça va me ramener à mon deuil, à ma tristesse, quand on aime les animaux et on n'a pas envie de se replonger dans ces souvenirs-là.
Non, C'est pas Valérie. ça. Moi, j'ai eu 4 chiens et j'ai les chiens de ma fille maintenant. J'ai toujours le même regard sur ces animaux qui nous aiment sans aucune condition. Absolument. Et c'est ça qui est important. Et ces sans aucune condition forment un lien. Et ce lien, qu'on le veuille ou non, quand on a le chien qui couche à côté de nous sur un tapis dans une chambre, qu'on ait le chien dans la cuisine, il est toujours en train de nous regarder. Quand vous voyez passer des gens dans la rue qui promènent leur chien avec leur téléphone en main, j'ai envie de leur dire, mais votre chien, vous l'avez, votre téléphone, vous l'aurez après. Profitez de votre chien. C'est un amour incommensurable. Ouais. Et c'est de ça que je veux parler, parce que cette personne-là, que ça soit, parce que je le qualifie presque de personne, nous fait comprendre que plus on va fréquenter des gens, plus on va aimer les bêtes. Ouais. Je suis méchante de dire ça, mais il y a un peu de ça. J'ai un peu de ça. Ou plus on fréquente les bêtes et moins on aime les humains. Ah, ça peut être Non, mais là, effectivement, il revient, je pense, sur cette relation humaine qu'il peut y avoir entre un homme et son animal et qui vous rend plus humain par la force des choses. C'est ça. Surtout qu'il a eu la boule de poil toute petite et qu'il a la boule de poil qui est en train, qui dépérit. On a la vie totale du chien, mais on a toujours ce même regard. Et ce que j'aime beaucoup, le titre, son odeur après la pluie. Un chien qui est mouillé, ça pue, soyons honnêtes, ça pue. Mais on arrive à l'aimer. Parce que cette bête, j'ai pas de mots, de mots. Et quand j'en parle avec les lecteurs et les clients qui vont le lire, je leur dis, vous avez une chance folle, vous l'avez pas lu. Vraiment, vous avez une chance folle. Alors, Valérie, tu es obligée de le lire. Voilà, je vais le lire, Lydie, je vous promets. Gérard, toi qui as beaucoup de cheveux, tu as besoin de le lire. Voilà, Gérard préfère les chats, je pense. Ah ouais, plus Gérard, indépendant. Mais on va le lire. Vous m'avez donné envie de le lire. Donc, ça s'appelle Son odeur après la pluie. L'auteur s'appelle Cédric Sapin Defour et c'est paru chez Stock. Et j'avais lu, pour tout vous dire, la préface de Jean-Paul Dubois qui est très belle, qui est magnifique. Merci. Merci à vous. On vous laisse dans vos livres, Lydie. Merci à vous, au revoir. Alors, Gérard, on continue? Oui, on va continuer. Alors, qui aurait dit que je parlerai de ce bouquin? Alors ça, franchement, je suis tombé dedans. L'auteur avec un O, je préfère. Parce que Inès de Kertanguy, elle a écrit un bouquin qui s'appelle, alors attention, Princesse Alice de Battenberg, le tragique destin de la mère du prince Philippe. Alors, c'est chez... C'est aux Presses de la Cité. Alors, surtout, c'est pas Image du Monde, point de vue, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Point de vue, Image du Monde, pas du tout. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce que tout simplement, dans The Crown, dans un épisode des Crown, on voit cette femme, et alors, elle me faisait penser à Belphégor, parce qu'elle était religieuse, elle avait un espèce de voile et tout, ça m'a ramené à ma jeunesse en me disant, et là, je suis tombé complètement ébahi par l'histoire de cette femme. Elle naît en Angleterre. Alors, c'est l'arrière petite fille de Victoria. Elle naît à Windsor en 1885, par là. Alors, ils sont tous allemands dans la famille. Elle a un truc absolument abominable, déjà, c'est qu'elle est sourde. Et sa mère est tellement... alors, la mère était une femme aussi extraordinaire. Elle va élever sa fille et elle va lui apprendre le langage des signes, ce qui, à l'époque, était déjà... Très, très novateur. Et elle va apprendre 4 langues. Vous imaginez 4 langues dans le langage des signes. Elle va se marier... Alors, il va arriver plein de choses. Elle va se marier à un prince grec. Et là, elle va rentrer dans la famille royale grecque. Et c'est absolument fabuleux. Alors... La famille grecque, royale grecque, alors on les vire, ils reviennent, on les revire, et cette femme, elle va être ballottée comme petite fille partout. Elle va avoir une période alors mystique, c'est-à-dire que elle va devenir très religieuse, elle va se convertir à l'orthodoxie. Alors comme ça a l'air, mais et la famille, ça va. Alors, elle a des périodes... En fait, elle était bipolaire. Oui, c'est ça. À l'époque, on la diagnostique schizophrène, ce qui était complètement à tort. Et il y a un truc abominable. Le prince Philippe, on comprend pourquoi le gamin, il était comme ça. C'est-à-dire que, un jour, il rentre et sa mère n'est plus là. Il rentre d'un pique-nique, on lui explique pas. Elle va se retrouver dans un sanatorium. Et il y a un passage absolument abominable en tant que... Moi, ça m'a donné des frissons. C'est-à-dire que son psychiatre, dit elle est schizophrène, il téléphone à Freud pour confirmer. Et le gentil Freud lui dit, écoute, c'est une frustration sexuelle et on va lui faire des rayons X sur les ovaires. C'est-à-dire qu'elle va être brûlée du bas de tout le corps à cause de ce traitement qui est absolument une abomination, c'est-à-dire elle va en rester toute sa vie. Donc ça c'est une partie. Oui, ça c'est une partie. Va arriver les Allemands,
pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette femme, elle va organiser des soupes populaires, alors elle va risquer, et elle va surtout cacher toute une famille juive pendant toute la guerre. Elle va être juste parmi les justes, c'est quand même Et à Yad Vashem, donc le mémorial de la Shoah. Oui, c'est quand même incroyable. Je veux dire, à Jérusalem, et on lui rend hommage. Elle aura tout eu, elle a eu des filles, et une des filles, enfin toutes les filles vont se marier avec des Allemands, et ces Allemands étaient pro-nazis. Et il y a un moment, il y a un accident d'avion et elle perd sa fille, son gendre et ses petits-enfants. Vous voyez la vie de cette femme, elle va être recueillie à Buckingham dans les années 65-66. Elle va finir là-bas en 69. Lisez cette biographie parce que je me dis, mais c'était un roman. Non, parce que je me souviens dans The Crown, pardon de mes références, que le prince Philippe avait été... Non, il lui a reproché son absence, c'est-à-dire que cette femme, elle était... en pension très jeune. Ah bah oui, mais elle était ballottée. Le mari il l'a trompée. C'était un être vraiment sans intérêt qu'elle aimait beaucoup et elle s'en sépare. C'est vraiment incroyable. Moi, Et elle devient nonne, je vois, en 47. Et puis pour aider les pauvres, voilà. Elle va leur donner de la nourriture. Et elle va arriver les militaires qui vont virer la famille royale. Et elle va être expatriée à Buckingham. C'est vraiment oublier le côté princesse, c'est vraiment l'histoire d'une femme au destin, absolument incroyable, un courage, et un courage absolument incroyable. Ça pourrait être un roman, c'est du Proust. Enfin, il y a plein de choses, il y a du polar là-dedans, et puis c'est cette tragédie on voit, d'ailleurs il y a une scène dans The Crown où on voit le prince Philippe qui suit en Allemagne nazie le cortège le cercueil de c'était sa je sais plus qui était, c'était sa sœur, voilà, derrière avec tous les nazis autour. C'est absolument fabuleux. Moi vous allez pas le lire, hein. Les libraires ils vont prendre ça, ils vont le mettre dans le rayon, si tant est qu'ils l'aient pris, ils vont le mettre dans le rayon histoire à l'unité, et puis dans 15 jours, 3 semaines il va être parti. Et là demandez-leur parce que franchement vous allez découvrir quelque chose d'incroyable. C'est un pan d'histoire. C'est l'histoire de l'Europe à travers une femme. Et puis, alors, je vois qu'elle a passé les 2 dernières années de sa vie auprès de son fils, donc le prince Philippe, et qu'elle avait une relation particulière avec le roi Charles III. Oui. Et qu'elle est enterrée aujourd'hui à Jérusalem, dans l'église Sainte-Marie-Madeleine, à côté de sa tante. C'est vraiment une femme courageuse. Hein, c'est vraiment. Moi, j'étais très, très, très touché. Et ce que j'ai peur, c'est que ce truc, il passe à l'as, et puis que les gens se disent, oh, la couronne royale, on s'en fout, The Crown et tout. Mais non, allez-y, parce que vous allez découvrir un personnage qui est vraiment. Chapeau, hein, franchement. Alors, princesse Alice de Battenberg, l'auteur s'appelle Inès de Kertanguy. Alors, c'est une historienne et une romancière. Elle a écrit déjà une qu'on avait adorée de ses biographies, Madame Vigée-Lebrun, qui était parue chez Lebrun, donc chez Perrin, pardon. Et puis Secret de cour, Madame Campan au service de Marie-Antoinette et de Napoléon chez Talandier. C'est vrai qu'on avait beaucoup aimé ses précédents ouvrages. Donc, elle a un art de raconter incroyable. Puis là, c'est vraiment une découverte, parce qu'on nous fait tellement de biographies sur des gens qu'on connaît X fois. Et puis sur des axes, je le répète, le barbier d'Auschwitz, le coiffeur. Et là, on s'en prend plein la tête. Moi, je m'en suis pris plein la tête avec ce personnage absolument incroyable. Eh ben, je vous le prends. Voilà. je me l'approprie. Pour finir, bande de bouquins, le Paris d'Enzo, c'est chez Neuf de Anaïs Sautier. C'est un petit garçon qui habite dans un quartier. Hein, oui, c'est trop mignon. Et il y a aussi quelques illustrations. C'est pour les 8 ans. C'est un petit garçon. Dans son quartier, il y a un petit terrain de foot. Il y a des gamins qui jouent, mais lui, il veut pas y aller. Il trouve que les footeux, ils sont débiles. Ils ont des QI d'huîtres, comme il dit. Et puis un jour, il y a 2 de ses copains, Ilyes et Ali, qui lui disent « Allez, viens avec nous. Tu vas voir, ça va bien se passer. » Et il se retrouve gardien de but, ce qui est terrible. Et ça se passe pas si mal que ça. Donc, c'est à la fois les peurs qu'on peut avoir quand on est gamin en disant « Oh, mais moi, j'aime pas, parce qu'on a peur. » Et puis l'amitié, les copains qui disent « Mais viens avec nous. » Enfin, c'est un très, très joli bouquin pour enfants, enfin pour jeunes enfants, comme on dit maintenant, les 8-9 ans. Anaïs Sautier, bande de bouquins, le Paris d'Enzo, illustré par Caroline Hu. Et c'est chez Neuf à l'école des loisirs. Voilà, merci. Déjà fini. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.